c'est l'emploi. Philippe Rossi. Allez, bonsoir à tous. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et vous, évidemment, au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. On vous attend nombreux pour participer à l'émission. Venez débattre avec nous, d'autant plus que les vraies voix de l'emploi sont consacrées ce soir aux discriminations à l'embauche, discrimination au travail. La semaine dernière, 7 entreprises ont été convoquées par le gouvernement pour une formation. Toutes ces entreprises avaient été épinglées pour présomption de discrimination à l'embauche. C'était en février dernier après une campagne de testing menée à la demande du gouvernement. Alors évidemment, la discrimination, ça parle à tout le monde. Et lorsque l'on parle de discrimination au travail, on pense surtout, c'est vrai, aux discriminations selon les origines. Mais sachez qu'il y a d'autres formes de discrimination à l'embauche, notamment le physique, par exemple. D'où notre débat ce soir et surtout la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Selon vous, les origines constituent-elles le principal critère de discrimination au travail? Vous votez d'ores et déjà oui ou non sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le 0826 300 300 pour débattre avec nous. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. Directeur du réseau national Mission Emploi. Alors Jérôme, je le disais, il y a beaucoup de formes de discrimination au travail, pas seulement sur le critère de l'origine. Vous avez 1000 fois raison et on pourrait, sans exagérer, considérer qu'il y a une sorte de discrimination, à savoir une polarisation sur les discriminations aux origines, là où en réalité, on va peut-être voir que c'est peut-être d'un autre temps. Je trouve que les propos du défenseur des droits sont très très durs, voire même un petit peu dangereux par les temps qui courent, allant jusqu'à considérer, le défenseur des droits, que les discriminations sur les origines ne sont pas l'apanage de quelques DRH perdus dans leur coin, mais qu'il en va d'une discrimination systémique. Et le mot est lourd de conséquences. Je crois qu'il ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Oui, sans aucun doute, à celle que l'on a pu connaître il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais force est de constater, c'est vrai, et vous le rappeliez, qu'il existe des discriminations à l'âge, à l'apparence physique, qui sont aujourd'hui bien plus prégnantes et bien plus lourdes de conséquences, tant au niveau de l'embauche qu'attention, dans la progression de carrière d'un salarié au sein de l'entreprise. Et que je trouve que c'est s'acheter une honorabilité à bon compte que d'agir et de parler de la sorte. D'autant que, pour illustrer le propos de cette disproportion, juste une dernière chose. Les collectivités territoriales, à savoir donc l'État, ne peuvent embaucher un alternant, puisqu'il était question d'apprentissage la semaine dernière dans notre émission, que sous la seule possibilité d'un contrat d'apprentissage et non pas d'un contrat de professionnalisation. Décryptons, les collectivités locales, donc l'État, s'attribue le droit de pouvoir recruter quelqu'un à moins de 30 ans parce qu'il est moins cher et donc refuse la possibilité de recruter quelqu'un à plus de 30 ans. Ça, c'est de la discrimination à l'âge, c'est de la discrimination non pas systémique, c'est de la discrimination institutionnelle. Allez, on va accueillir tout de suite Sonia Mouy. Bonsoir Sonia. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, responsable de projet diversité handicap au sein du groupe Synergie. Alors Sonia Mouy, Synergie, c'est un grand groupe d'intérim. La discrimination au travail, c'est une réalité, malheureusement. Est-ce que vous, Sonia, vous avez été confrontée à des patrons, par exemple, qui vous demandaient de sélectionner tel ou tel type de candidat ? Alors, très concrètement, en intérim, pas plus qu'ailleurs. Oui, ça peut arriver, mais un peu comme partout. Mais je rejoins les propos de Jérôme. C'est quelque chose qui reste à la marge. En tout cas, nous, dans notre expérience, donc au sein des agences d'emploi, c'est quelque chose que nous n'avons pas de façon systématique lorsque une entreprise en fait fait une demande de délégation d'intérimaire quand elle introduit une notion un critère de discrimination. Voilà, c'est pas quelque chose de systématique. Et quand c'est le cas, et quand ça arrive, et encore une fois c'est rare, on va plutôt s'inscrire dans une démarche pédagogique en expliquant à l'entreprise en quoi cette demande en fait n'a pas lieu d'être. On va plus s'attacher finalement à avoir une démarche de sensibilisation et afin de déconstruire aussi les stéréotypes, parce que je pense que c'est l'une des clés aussi pour pouvoir faire reculer ce souci de discrimination au niveau de l'emploi. Sans trop nous en dévoiler, Sonia, c'était quoi la discrimination par exemple? C'était la discrimination à l'origine? Vous nous parliez d'un chef d'entreprise, vous avez été confronté à ce chef d'entreprise
Vous lui avez expliqué évidemment avec beaucoup de pédagogie. C'était quoi la discrimination? C'est à l'origine par exemple? À l'âge? Au physique? Alors, bon, pour vraiment reprendre mes propos, encore une fois, c'est quelque chose de rare et ça arrive de façon très rare. Après, vous savez comme moi que la discrimination, et comme Jérôme l'a très bien dit tout à l'heure, ça peut concerner effectivement l'origine, mais pas que. Ça peut concerner aussi une situation de handicap, ça peut concerner l'âge, ça peut concerner l'origine ethnique ou l'origine sociale. Donc c'est compliqué de vous dire précisément. Ben voilà, on a des clients parce qu'encore une fois c'est rare qui nous demandent pas de personnes de couleur ou des clients qui nous demandent ok une personne handicapée mais pas trop. C'est quelque chose, c'est très varié. La discrimination, elle prend différentes formes. Voilà. Alors vous êtes responsable de projet diversité handicap au sein du groupe Synergie. Évidemment, on en parle souvent, la discrimination handicap, c'est également une des réalités. Tout à fait, c'est également une des réalités. Alors j'ai envie de dire que le cheminement intellectuel, qu'il s'agisse de l'âge, qu'il s'agisse de la couleur de peau, de l'origine sociale ou autre, le mécanisme intellectuel en termes de discrimination est le même. Donc nous, à la mission handicap, mais il faut quand même savoir que Synergie a un gros département diversité qui inclut la mission senior, une mission égalité femmes-hommes, une mission insertion, une mission handicap. Donc la démarche que nous avons est effectivement de mettre en place donc beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation, mais aussi des formations au niveau de nos propres agences d'emploi qui doivent à minima 2 fois par an être formées sur ces thématiques de discrimination. Alors je reprends votre question, vous pouvez me la reformuler, j'ai l'impression de pas forcément non, pas du tout Sonia, je veux dire, vous êtes confronté, vous qui êtes à la tête du pôle diversité et handicap, vous êtes confronté à des discriminations au handicap, ça c'est une vraie réalité aussi. C'est une vraie réalité et effectivement, nous, ce qui nous a aidé sur la thématique du handicap et de la discrimination qu'il peut y avoir par rapport au handicap, c'est cette loi de 2005 qui a été fortement renforcée en augmentant les pénalités et effectivement, depuis la loi de 2005, on assiste encore à des discriminations concernant donc le handicap, mais effectivement, on voit que les entreprises se dotent de beaucoup d'outils de sensibilisation, de formation de leur personnel pour justement pouvoir ouvrir le champ des possibles à un maximum de profils, je dirais, différents. Mais on est confronté à la mission diversité handicap aussi à une gestion de la diversité, de la discrimination. De la discrimination. Jérôme Laverny, évidemment, alors on le voit avec Sonia, on parle de handicap, il y a énormément de discrimination au travail. Est-ce qu'on peut lutter vraiment est-ce qu'on peut lutter contre la discrimination au travail? Vous voyez, ces entreprises qui ont été convoquées par le gouvernement, elles ont été convoquées pour une formation, une journée de formation. Il y a un droit qui existe et croyez-moi qu'un employeur qui s'amuse, si tant est que ce soit un jeu, à verser dans des propos discriminants ou des attitudes clairement discriminantes, s'expose quand même au-delà de l'opprobre qu'a voulu, là aussi, jeter à bon compte le gouvernement sur une entreprise, s'expose à des choses un petit peu embêtantes. 2 commentaires sur le propos de Sonia. Tout d'abord, le groupe Synergie est un groupe qui a un franc succès aujourd'hui, qui a un énorme succès, non pas seulement en termes de mission d'intérim, mais de recrutement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans un certain nombre de secteurs, les entreprises sont confrontées à un réel souci de recrutement et recourent à des opérateurs privés comme Synergie parce que redoublant d'efficacité et de rapidité. Donc croyez-moi que dans un certain nombre de secteurs, je pense à la logistique, je pense à la sécurité, etc., qui sont ce que l'on appelle en tension, qui ont un fort besoin de recrutement, aucun employeur ne va s'amuser à tomber dans ce genre de travers. Alors, ce qui n'empêchera pas les mauvaises pratiques de telle ou telle personne, et je considère que le défenseur des droits a tort, ce n'est pas simplement, ce n'est pas une discrimination systémique, mais oui, bien sûr, il y a des RH qui vont avoir des pratiques un petit peu douteuses. Donc, encore une fois, difficulté de recrutement, succès de Synergie, croyez-moi que les entreprises peuvent pas s'amuser à ce genre de politique. Par contre, encore une fois, je pense que quelqu'un qui a 55 ans, qui est obèse, pourvu de cheveux blancs, ou ayant une chevelure aussi dense que la mienne, quelque part, et sur certains postes, ça peut être véritablement problématique. Et on va en parler évidemment. Oui, Sonia, en quelques mots, allez-y. Oui, je voulais juste
juste dire, Jérôme a vraiment raison. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises, encore une fois, qui ouvrent leurs portes à la différence. On voit par exemple le programme HOPE. Le programme HOPE, c'est un programme en fait d'accompagnement des réfugiés par l'emploi. Donc Synergie en fait participe depuis 3 ans donc à ce programme et on voit qu'on a vraiment un vrai succès. On voit qu'aujourd'hui les entreprises en fait ouvrent leurs portes à leurs différences. Vous parliez Jérôme de la logistique, c'est le cas aussi en BTP, c'est le cas dans plein de domaines d'activité. Donc c'est important de le préciser. Et puis juste parce que j'ai encore un tout petit peu la parole. Allez-y Sonia. Je voulais juste parce que vous avez beaucoup d'auditeurs, donc vous avez très certainement des demandeurs d'emploi actuellement en recherche d'emploi et différents. Il faut vraiment en fait, je voudrais vraiment faire passer le message en indiquant que Synergie, encore une fois, donc a véritablement une politique d'emploi pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Et si si des personnes qui nous écoutent sont en recherche d'emploi, surtout qu'ils n'hésitent pas à franchir les portes de Synergie, puisqu'effectivement on les accueillera avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment dans notre ADN. Groupe Synergie, c'est de l'intérim. Sonia Moui, responsable de projet diversité handicap au sein du groupe Synergie. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques... Vraie Voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Et le mardi, c'est l'emploi, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi qui m'accompagne chaque mardi. On poursuit le débat. Selon vous, les origines constituent-elles le principal critère de discrimination au travail? Toujours 80% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Vous continuez de voter évidemment. Le 0826 300 300 si vous désirez intervenir à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. Et on accueille tout de suite Anne-Véronique Carter. Bonsoir Anne-Véronique. Bonsoir Philippe, bonsoir Jérôme. Bonsoir à vous. Auteur du livre Le cri du corps chez Michalon, Anne-Véronique Carter, quel type de discrimination avez-vous subi ? Alors, concernant ma discrimination, il faut savoir qu'au départ, je ne pensais pas pouvoir entrer dans une case discriminante. Oui. Et en fait, j'ai vécu une période assez douloureuse de souffrance au travail qui m'a provoqué des modifications de mon corps, je dirais, où j'ai pris beaucoup de poids. Et là, le regard sur moi a changé, déjà le mien, évidemment, puisque j'avais changé, et le regard de ma direction, le regard de certains de mes collègues, où finalement, le message qui se passait était de dire que on peut pas bien travailler dans un corps pareil. On a grossi, on est gros, on n'est pas bien, et si on n'est pas bien, on bosse mal. Voilà, c'est le message qu'on m'a passé, qu'on m'a fait comprendre avec une fausse empathie extrêmement douloureuse, et finalement transformant cette prise de poids en conséquence de plein de choses, alors que c'était une cause. Et donc en fait ça devient une discrimination puisqu'on est mis de côté complètement. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'était des allusions, c'était quel type de réflexion ? Alors, au départ, c'était des regards de pitié ou des regards de surprise. Donc, quelque part, voilà, les regards, c'est quelque chose d'assez soudain, donc on réagit pas là-dessus. Quand ça a pris un petit peu d'ampleur, parce que j'étais en souffrance pendant plusieurs mois et j'ai pris énormément de poids, j'ai pris 30 kilos. Il faut quand même voir que c'est beaucoup. J'ai été convoquée, mais pas pour essayer de comprendre quel était mon souci ou comme ils auraient dû le faire, peut-être m'envoyer voir un médecin, la médecine du travail ou parler à quelqu'un de compétent pour essayer de comprendre quelle était ma souffrance à ce moment-là. Non, là, à ce moment-là, on m'a demandé de venir. J'ai refusé et on m'a dit que j'avais pas le choix et on m'a expliqué que on me voyait grossir tous les jours et que je pouvais pas bien travailler dans un corps pareil, que à ce point-là, c'était plus mignon et que ça devenait monstrueux. Donc voilà, là, le monde s'écroule parce que j'avais vu des changements de situation, de réunion. J'allais pas à toutes les réunions comme avant. Je voyais bien que je pouvais gêner. Et dans ce cas-là, on se dit mais non, mais c'est parce que on essaye de chercher une autre raison. Ça peut pas être pour ça. Je veux dire, je suis pas devenue un monstre. Mais après cette conversation, je me suis dit ah bah si, en fait si, je suis un monstre. Voilà, donc je peux pas travailler. Et moi qui ne pensais pas pouvoir un jour être mise de côté pour une question aussi incroyable, ça a été le cas et ça a été la raison de tout. Elle va pas bien parce qu'elle a grossi. Non, elle a grossi parce qu'elle va pas bien et elle va pas bien parce qu'elle souffre au travail. C'est ça qu'il faut dire. Jérôme Laverny, le témoignage d'Anne-Véronique Carter qui en a fait un livre, Le cri du corps aux éditions Michalon. On pourrait penser que c'est un cas isolé, le cas d'Anne-Véronique, mais finalement non, Jérôme. Non, c'est pas du tout un cas isolé. Et puis rappelons aussi, pour décrypter
le cas d'Anne-Véronique que j'invite nos auditeurs à retrouver dans l'ouvrage hélas passionnant qu'elle a écrit, Le cri du corps, qu'il y a discrimination à l'embauche et puis il y a discrimination au fil de la carrière, je le disais tout à l'heure, et notamment quand on a une évolution corporelle comme celle que décrivait Anne-Véronique. Et là, ça pardonne pas, parce que nous sommes dans une société de l'apparence. Dieu sait combien notre prochain invité, dans la demi-heure qui suit, s'y est intéressé. Et les apparences constituent une tyrannie dans notre société, où il y a l'assimilation entre le beau et le bon, entre le fait, effectivement, de ne pas pouvoir être professionnel si on est trop maigre, trop gros, trop petit, trop je sais pas quoi, enfin bref. Autre chose qui est très intéressante dans le témoignage d'Anne-Véronique, elle dit « on ». Elle parle de « on ». Il s'agit donc pas forcément de la stratégie édifiée par une société, une entreprise dans sa globalité, mais bien davantage et bien du protagonisme d'un chef, d'un N+1 comme on l'appelle, ou même d'un collègue qui va être à ce point pernicieux qu'il va rendre la vie complètement impossible, jusqu'au parfois à l'invitation, si ce n'est à partir, mais pas au licenciement, mais à l'invitation au placard en fait. Ouais. Hein, c'est ça qu'elle écrit. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pernicieux qu'on ne le croit, et véritablement l'apparence constitue une tyrannie bien plus grande à mon sens aujourd'hui dans notre société que l'origine. Eh oui. Pour continuer, Anne-Véronique Carter, et pour conclure avec vous, alors vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes partie de cette entreprise, on vous a licencié, vous êtes partie de vous-même? Non, je suis partie. En fait, cet entretien a été tellement douloureux pour moi, avec beaucoup d'autres éléments de harcèlement moral ressenti de ma part. J'ai fait un burn-out qui a duré 2 ans. J'ai été en incapacité de travail pendant tout ce temps. Et donc, on s'est séparés. Et je me suis reconstruite derrière en travaillant justement sur ces sujets-là, puisque maintenant, je fais de la prévention des risques psychosociaux, et la discrimination fait partie de mes sujets quotidiens, et quels qu'ils soient, que ce soit effectivement d'une situation de famille, d'une religion, d'un physique, d'un aspect physique, quel qu'il soit. Vous avez poursuivi votre employeur, Anne-Véronique ? Non, je ne l'ai pas poursuivi. J'avais envie de tourner la page, je vais vous dire, j'ai souffert pendant longtemps, ça a duré 5 ou 6 ans, peut-être plus. Et après, j'ai mis 2 ans. J'ai cru pendant très longtemps que j'étais très forte et que je pouvais m'en sortir. Et en fait, j'ai attendu trop longtemps et j'ai fait un burn-out qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et j'ai choisi d'écrire mon livre. J'ai choisi d'être un petit peu plus dans la résilience, de pas forcément les attaquer en face, mais surtout d'essayer d'agir dans la société actuelle pour faire en sorte que ça n'arrive plus, et d'accompagner les entreprises. Et il y en a beaucoup, des belles entreprises qui ne veulent absolument pas que leurs salariés puissent être des managers toxiques ou des collaborateurs toxiques. Donc j'ai préféré, au contraire, plutôt que de les attaquer, m'intéresser au positif et aider à reconstruire certaines idées préconçues et certains agissements nocif. Oui, merci à vous, Anne-Véronique Carter. Merci pour votre témoignage. Je rappelle votre livre qui raconte votre histoire, Le cri du corps, c'est aux éditions Michelon. Merci à vous, Anne-Véronique Carter. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques... Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Retour des vraies voix de l'emploi sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, et notre débat ce soir. La question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux: selon vous, les origines constituent-elles le principal critère de discrimination au travail? Vous continuez de voter. Twitter, Facebook et le 0826 300 300 si vous désirez débattre avec nous, intervenir à l'antenne avec Jérôme Laverny qui est à mes côtés, directeur du réseau national Mission Emploi, et Jean-François Amadieu qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-François Amadieu. Bonsoir. Bonsoir à vous, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et puis auteur du célèbre livre La Société du Paraître, c'est chez Odile Jacob. Jean-François Amadieu, la semaine dernière, 7 entreprises ont été convoquées par le gouvernement. Le point commun entre toutes ces entreprises, elles avaient toutes été épinglées pour présomption de discrimination à l'embauche. C'était en février dernier, après une campagne de testing menée à la demande du gouvernement. Tout d'abord, Jean-François Amadieu, est-ce qu'on peut dire que ce testing est fiable ? Oui, alors que chacun sait que sur ce test, il y a eu évidemment légitimement d'ailleurs des critiques de plusieurs entreprises.
parce que c'est vrai que la méthode n'était pas habituelle et c'était pas des candidatures classiques à des emplois. Bon, mais indépendamment de la méthode employée cette fois-ci, il se trouve que par exemple une des entreprises de l'hôtellerie-restauration, bon, citons-là, il s'agit d'Accor, a été signalée cette fois-ci, mais Accor avait déjà été signalé, son nom avait déjà été donné en 2016 par le gouvernement et également en 2008 par le défenseur des droits. Donc ça fait 3 fois. Donc si vous voulez, indépendamment de la méthode cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui, dans le secteur où ils se trouvent, eh bien, discriminent en effet plus que d'autres. Alors le gouvernement a choisi de tester seulement l'origine. Et pourtant, et on en a parlé avec Sonia Mouy de l'agence Synergie et un petit peu plus tôt Anne-Véronique Herter, il existe d'autres formes de discrimination, Jean-François Amadieu. Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le problème vraiment principal actuellement, c'est que tout le monde met un focus sur la question des origines. Et bien sûr, on comprend, il y a une actualité, il y a des manifestations, il y a la question évidemment des violences policières, etc. Mais si vous voulez, quand on regarde les premières discriminations, les 2 premières discriminations que déclarent les demandeurs d'emploi en France, je rappelle, ça c'est les chiffres du défenseur des droits. En premier, c'est l'âge, en fait essentiellement être senior aujourd'hui, et en 2, c'est l'apparence physique. Par exemple, l'obésité. Donc, si vous voulez, les origines, certes, c'est un motif, mais ça n'est que le 3e motif, si vous voulez, de discrimination déclarée par les demandeurs d'emploi en France aujourd'hui. Donc, malheureusement, quand on fait des testings, que le gouvernement teste par envoi de CV, regarde si les entreprises discriminent, eh bien, il teste toujours le fait d'être issu de l'immigration par le nom et le prénom. Mais malheureusement, on n'a pas de test sur l'âge, et puis on délaisse la discrimination sur les apparences physiques. C'est vraiment dommage, parce que je pense que l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on s'intéresse aux discriminations liées aux origines ou à la couleur de peau qu'on doit délaisser les autres, qui sont tout aussi importantes. Alors, la discrimination à l'âge, on en a beaucoup parlé avec Jérôme Laverny, c'est un petit peu son combat. Les seniors, hein, Jérôme Laverny, on ne parle que de ça, discrimination à l'âge, et pourtant, c'est un fait, ça fait des dizaines d'années, enfin de nombreuses années que ça existe, et on n'a toujours pas trouvé la solution, hein, Jérôme. Je dirais même que le peu d'importance et le peu de cas que l'on fait de cette tranche des salariés seniors est déjà en soi une discrimination. Le maillage territorial des dispositifs d'aide exclusivement voués à l'accompagnement des jeunes, par contrepoids, lui aussi est une forme d'illustration de la discrimination qui est faite, ne serait-ce que dans l'accompagnement, on ne parle pas du recrutement, par rapport à cette tranche d'âge des seniors. Le peu de cas qui a été fait, alors les choses changent, par rapport à la fracture numérique dont souffre cette tranche d'âge, là encore une fois, en est une énième illustration. Mais je pourrais énumérer tout un tas de choses qui, là encore une fois, sont institutionnelles. On ne parle pas, comme l'a fait le défenseur des droits, d'une interprétation jugée systémique. Non, là je parle d'institutionnel. C'est dans la loi et dans les faits, hein, dans la pratique des pouvoirs publics. Jean-François Amadieu, alors les secteurs les plus touchés, vous en avez parlé, on retrouve par exemple l'hôtellerie, vous en avez touché un mot, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les discriminations? Vous avez vu que le gouvernement a convoqué ces 7 entreprises et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une journée de formation, c'est-à-dire 24 heures et beaucoup moins, hein, je suis gentil, une dizaine d'heures, allez tout au plus, pour sensibiliser ces entreprises à la discrimination. C'est rien. Alors, franchement, c'est une blague. En fait, c'est une opération de communication. Pourquoi? Parce que vous vous rendez quand même compte que des entreprises comme il s'agit d'Accor, d'Air France, de Renault, etc., ces fameuses 7 entreprises, ça fait une quinzaine d'années que, bien sûr, elles font des formations, qu'elles sensibilisent leurs équipes, et ceci depuis donc des années. Et d'ailleurs, vous savez que les formations sont obligatoires. Il y en a des milliers chaque année dans les entreprises, bien sûr. C'est obligatoire déjà, les formations, pour toutes les personnes qui recrutent. Donc, si vous voulez, le fait de demander à 3-4 personnes par entreprise de venir au ministère être formées pendant 2 ou 3 heures aux discriminations, c'est une plaisanterie. Enfin, ça ne correspond à rien du tout de concret. Enfin,
c'est vraiment de l'affichage et c'est ridicule. Et surtout, ce qu'il faut faire remarquer, parce que c'est important, c'est que on a maintenant des études internationales qui montrent que quand on fait des formations aux individus, c'est pas forcément si efficace que ça. De toute façon, prenons l'exemple des seniors ou de l'origine. Si quelqu'un a envie d'écarter un candidat pour son restaurant, par exemple, mais qu'il a envie de l'écarter parce qu'il trouve qu'il est trop vieux, trop gros ou de couleur de peau noire, eh bien, il le fera. Donc, même si vous lui expliquez que c'est pas bien ou qu'il a tort, ça va être plus compliqué. Donc là, il existe des solutions, on les connaît. Par exemple, il y en a une étude récente qui vient d'être publiée il y a quelques semaines aux États-Unis par des économistes qui montre que, par exemple, dans les restaurants, il s'agit d'une grande chaîne de restaurants américaine et ils ont testé une procédure de recrutement dans laquelle les employeurs ne connaissent pas l'âge des candidats, donc on masque l'âge des candidats et du coup, au moment de l'entretien, certes, les employeurs qui ne voulaient pas dans leur restaurant de vieux serveurs ne les prennent pas, mais on a quand même amélioré beaucoup les choses et finalement en masquant l'information sur l'âge au début de la candidature, au moment du tri des CV, on a beaucoup amélioré les choses. Donc au fond c'est le bon vieux CV anonyme si vous voulez, mais les études montrent que ça marche quand même pas mal. Alors bien sûr ça résout pas tous les problèmes, mais c'est pas mal. Au lieu de ça, ce que beaucoup se mettent à reproposer en France, et d'ailleurs le défenseur des droits finalement marche dans ses pas apparemment, c'est comme la porte-parole du gouvernement l'a dit également, c'est au fond faire du comptage ethno-racial et puis ensuite en venir à des mesures de discrimination positive sur le modèle américain ou canadien. Donc certains aujourd'hui à nouveau sont sur ces positions, veulent acclimater ces pratiques qu'on trouve en Afrique du Sud ou en Amérique du Nord à la France, quoi. Jérôme Laverny, on parle de discrimination à l'âge. Je vais revenir dessus puisque c'est l'exemple que prenait à l'instant Jean-François Amadieu. Mais à quel âge on est trop vieux en France? On parle beaucoup des 50 ans ou plus, mais j'ai envie de dire ça dépend des secteurs. J'imagine que par exemple dans la restauration, dans le service, pour être serveur, serveuse, c'est pas 50 ans, c'est beaucoup moins, non? Oui, vous avez raison, Philippe, ça dépend des secteurs. Anne-Véronique Carter, tout à l'heure, parlait du « on ». On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Ça va dépendre également de la personnalité de la personne qui discrimine, de la personne qui discrimine. Parce qu'encore une fois, rares vont être les entreprises qui vont établir une véritable stratégie complotiste de discrimination. Je partage 1000 fois les propos de Jean-François Amadieu. C'est s'acheter une honorabilité à vil prix que de tout d'un coup de pousser des hauts cris sur une discrimination ethno-raciale pour la conclure par une journée de formation. Pour moi, je mets ça sur le même plan que la phrase du défenseur des droits qui dénonce une discrimination systémique et qui engage, alors là, ça c'est le comble, à la création d'une agence contre la discrimination. C'est un petit peu le travail du défenseur des droits, de lutter contre les discriminations. Jean-François Amadieu, il y a moins de discrimination au travail ces dernières décennies, depuis une vingtaine d'années? Non, alors ça dépend sur quel motif. Bon, vous savez que sur le handicap, il y en a encore, mais on a quand même pas mal progressé grâce en particulier à la loi de 2005. Sur les origines, il reste une discrimination à un niveau finalement qui ne progresse pas, qui reste constant depuis maintenant une quinzaine d'années, comme d'ailleurs aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. C'est à peu près moins 25%, moins 20, moins 25% de chance à CV égal. Après, sur les autres sujets, puisqu'on parlait des seniors justement, là malheureusement la situation ne s'est pas améliorée parce que personne ne s'y intéresse. Je voudrais dire qu'aux États-Unis, dans l'étude que je mentionnais récente, vous savez qu'ils ont considéré que les seniors dans la restauration, c'était au-delà de 40 ans. Voilà. Moi-même, quand j'avais fait un test pour la HALD, enfin le défenseur des droits il y a quelques années, on avait avec Louis Schweitzer fait un test en envoyant des CV à des entreprises et les gens avaient 43-45 ans. Et je peux vous dire qu'à 43-45 ans, ils avaient déjà moitié moins de chances
que les autres candidats plus jeunes. Donc en fait, on est très vite vieux sur le marché. Alors ce qu'il faut dire sur les apparences physiques et les seniors, c'est que sur ces sujets, donc les discriminations sont restées importantes et que surtout, ce qui s'est passé, c'est que comme le marché du travail s'était amélioré en France, moi-même je l'ai constaté dans le Cotentin, on a fait avec la mission locale un test, quand le marché du travail est meilleur, il y a moins de discrimination sur certains sujets. Malheureusement, dans les temps qui viennent, tout le monde est très inquiet parce que la situation va vite se détériorer pour certains candidats et à nouveau, il faut le dire, les candidats les plus âgés vont être à la peine. Les Américains sont très inquiets aussi à ce sujet car vous savez que c'est des pays où on était plus accueillant envers les seniors au travail que la France. La France n'a jamais été bonne sur ce sujet. En Europe, on était dénoncé sur cette question. Eh bien, malheureusement, dans les temps qui viennent, post-Covid, comme on dit, et de crise sur le marché du travail, on peut craindre que certaines populations fassent les frais et soient très discriminés, et bien sûr, ce sont les plus de 50 ans, pour être clair, qui forment le gros des effectifs de Pôle emploi et des chômeurs de longue durée. Cela, et puis probablement aussi certaines personnes en raison de leur apparence physique. Donc, c'est pour ça qu'il est crucial dans la période de n'oublier personne au bord de la route. Je dirais que les discriminations étant multiples, franchement, je ne comprends pas. D'ailleurs, le dernier communiqué, le dernier rapport du Défenseur des droits est très surprenant, car à nouveau, on n'entend parler que des origines. Et puis, le Défenseur des droits indique que bon, on va s'intéresser aux origines parce qu'on l'a fait pour les femmes. Et puis, finalement, sur la question LGBT, eh bien, là, on a pas mal progressé. Donc, au fond, il ne parle que de 3 sujets, les origines, LGBT et sexe, mais pour dire qu'il faut s'intéresser aux origines. Donc, c'est très étrange parce qu'il y a 25 motifs de discrimination en France. Oui, et je pense qu'on a intérêt à trouver des solutions où tout le monde va trouver son compte. Alors, Jean-François Madieu et puis Jérôme Laverny, est-ce qu'il faudrait pas, alors j'aime pas ce mot, mais est-ce qu'il faudrait pas des quotas tout simplement ? Pour l'âge, par exemple, tiens, prenons l'âge. Est-ce qu'il faudrait pas imposer aux entreprises un quota de personnes de plus de 50 ans ? Il faudrait déjà accorder un petit peu plus d'importance, Jean-François Madieu le rappelait à l'instant, dans les 3 critères qui ont été retenus pour dénoncer les discriminations, accorder un petit peu plus d'importance aux autres discriminations. Il citait le chiffre de 25 types de discrimination et pas recentrer de façon un petit peu caricaturale et surtout démagogique et un peu dangereuse, disons les choses clairement, sur les seuls critères qui viennent d'être rappelés. Il faudrait y rajouter d'autres choses. On parlait de discrimination sur l'apparence physique. Il va falloir qu'on en parle parce que ça marche à l'envers aussi. Mais une auditrice faisait remarquer sur la page Facebook discrimination sur les femmes enceintes aussi. Parce que pour le coup, ça, c'est pas simple. Avant, pendant et après. C'est vraiment parfois le parcours du combattant pour certaines femmes qui, dans le cadre de leur carrière professionnelle et dans l'évolution professionnelle qu'elles vont connaître. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes et notre débat qui se poursuit. Vous continuez de voter. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Et le mardi, c'est l'emploi. Bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi, dernière partie. Et notre question ce soir, selon vous, les origines constituent-elles le principal critère de discrimination au travail ? Toujours 82% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Vous continuez de voter, quelques minutes encore avant le score final. Twitter, Facebook, le 0826 300 300. Et pour en débattre, Jérôme Laverny qui est toujours avec nous, directeur du réseau national Mission Emploi. Et puis Jean-François Madieu, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et puis auteur de ce livre La société du paraître chez Odile Jacob. Jean-François Madieu, alors bon, c'est vrai que les discriminations au travail, malheureusement, je suis un peu pessimiste, mais la discrimination a de beaux jours devant lui, mais de beaux jours devant elle, mais on peut imaginer peut-être, Jean-François Madieu, qu'avec la nouvelle génération qui va arriver, alors pas à court terme ni à moyen terme, mais je parle à long terme, cette nouvelle génération qui va devenir chef d'entreprise, j'espère et j'imagine que cette nouvelle génération ira beaucoup plus mollo sur les discriminations, que ce soit sur l'origine, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur le physique. Jean-François Madieu. Alors Jean-François Madieu qui va nous rejoindre dans quelques instants. Jérôme Laverny, vous m'avez entendu, Jérôme. On peut imaginer peut-être que cette nouvelle génération ait une autre mentalité. Non. Hélas,
hélas, il n'est pas certain que la jeune génération ait une autre mentalité s'agissant de la principale discrimination que pointait Jean-François Madieu et qui est formidablement analysée dans cet ouvrage. Je montre à l'antenne, il faut absolument que nos auditeurs et tout étudiant en ressources humaines se le procure, à savoir le paraître, la beauté, la taille, tout ce que l'on voudra. Malheureusement, il n'est pas certain que les jeunes générations soient moins esclaves de cette discrimination, soit dans un sens positif ou négatif, que les anciennes. Que ce soit l'origine, l'âge, le physique, vous mettez toujours le même panier, Jérôme ? Non, Jean-François Madieu le disait, première discrimination, l'âge, deuxième discrimination, l'apparence physique. L'apparence, oui. Et ensuite viennent les origines. Et encore une fois, je vous le disais à l'instant, je ne suis pas certain que les jeunes générations soient moins esclaves de l'apparence physique que ne l'étaient leurs aînés, voire même peut-être, le sont encore peut-être davantage. Encore une fois, cette auditrice qui, sur la page Facebook, a rappelé la discrimination aux femmes enceintes à 1000 fois raison, je ne suis pas persuadé que, y compris dans les cabinets d'avocats en droit du travail, il y ait un sort plus favorable qui soit réservé aujourd'hui aux collaborateurs, aux collaboratrices dans le cadre d'une maternité que ça ne l'était hier. Donc vraiment. Et puis il y a une discrimination positive. C'est ce qui est finement analysé, absolument génialement analysé dans l'ouvrage de Jean-François Madieu. Discrimination positive, c'est-à-dire une récompense à la beauté, à la taille. Il analyse ça, mais de façon vraiment très fine. Donc ça marche à l'envers aussi. Ça marche à l'envers, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une apparence un petit peu plus avantageuse va gagner en salaire, va gagner en progression, etc., etc. Alors justement, Jean-François Madieu, qui est avec nous, sociologue, et il en a fait un livre, ça s'appelle La société du paraître, chez Odile Jacob. Jean-François Madieu, j'imagine qu'avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, malheureusement, la discrimination physique, ça n'a pas diminué, au contraire. Oui, bien sûr. Alors, il y a l'effet réseaux sociaux, bien entendu. Et puis, on sait que sur Facebook, sur les réseaux sociaux professionnels, les photos sont très présentes. Mais il faut ajouter que nous avons devant nous un nouveau sujet très important. Je m'en suis saisi également avec le Défenseur des droits et d'autres. C'est la question des logiciels d'analyse des entretiens vidéo, c'est-à-dire des logiciels, des algorithmes qui, maintenant, analysent les visages des candidats. On vous entend plus trop bien, Jean-François Madieu. La connexion est un peu lente. Jérôme Laverny, vous entendez ce qu'a dit il y a quelques instants Jean-François Madieu et qui pointait du doigt les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est vrai que malheureusement, ces réseaux sociaux ne font qu'empirer les choses. Alors je parle évidemment de cette société du paraître de Jean-François Madieu. Oui, et la déconnexion et le peu de crédibilité que l'on peut accorder à certains avis aussi tranchés que celui du défenseur des droits dans les quelques heures là, qui viennent de s'écouler, est corroboré par la promotion qui a été faite du CV vidéo. Alors, rien de pire que le CV vidéo pour donner libre cours, précisément, aux interprétations hasardeuses du « on » dont parlait tout à l'heure Véronique Carter, c'est-à-dire de cette personne qui, indépendamment de toute instruction reçue de ses supérieurs, va laisser libre cours à des avis personnels en termes d'aspect esthétique, des origines aussi, il faut le dire, de la façon de parler propre à telle ou telle catégorie sociale, etc., etc. Donc, on a vu des dispositifs de promotion du CV vidéo qui étaient complètement à côté de la plaque, justement, de la défense contre les discriminations. Jean-François Madieu, est-ce qu'il pourrait y avoir une société du paraître tome 2 ? Oui. Il y aurait de quoi faire, un livre ? Un nouveau livre ? Oui, d'ailleurs, j'avais écrit l'ouvrage parce que j'avais
que les choses soient en train de changer, parce qu'on est à un moment d'une prise de conscience qui vient d'ailleurs des États-Unis, d'une série de pays où on réalise de plus en plus, le cas américain est très intéressant, on est en train de réaliser, via des stars par exemple, que oui, la question des seniors et oui, la question de l'apparence physique sont des sujets par exemple importants. Donc on est en train d'évoluer sur ces sujets, donc peut-être que d'ici quelques années, ça méritera de faire un nouveau tome. Mais bon, cette société du paraître, j'imagine qu'elle a toujours existé et que même dans les années 20, dans les années 30, elle était toujours là. Finalement, malheureusement, et j'ai envie de dire c'est un peu une fatalité, la première chose que l'on regarde chez une personne quand on ne sait pas ce qu'elle vaut, quand on ne l'a pas entendue, évidemment que c'est le physique et ça c'est humain, Jean-François Amadieu. Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, quand il s'agit de rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse, de faire des rencontres sur Internet, après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie de choisir telle ou telle personne sur le physique, c'est ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit de recruter dans une entreprise, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, vous cherchez des gens qui sont bons, qui sont compétents, qui peuvent faire le job. Donc là, effectivement, vous voyez, les choses changent un petit peu. C'est pareil quand on sélectionne dans les écoles, dans les universités, etc. Donc il y a des cas où, évidemment, là, on est obligé de se demander si ce sont les bons critères. Parce que je voudrais juste dire que nous savons maintenant qu'il ne faut pas toujours se fier à la première impression et à la tête des gens. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des études à l'étranger, moi-même j'en ai fait en France. Vous savez qu'on pense souvent que quelqu'un est intelligent ou pas en regardant sa tête. Je peux vous assurer que ça ne marche pas. Et que quand on le vérifie, scientifiquement parlant, vous faites des tests d'intelligence, vous le faites auprès des gens, puis vous regardez si ça correspond à leur tête et à ce que les gens pensaient. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez, concrètement, si je porte des lunettes, comme Jérôme Laverny, on va avoir l'air plus intelligent parce qu'on porte des lunettes. Mais ça, c'est l'impression que les gens vont avoir. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas? Ça, c'est un deuxième sujet. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, que il faut qu'on progresse dans notre société pour être un peu plus bien distinguer les choses, être plus mature, distinguer la vie privée, les gens font ce qu'ils veulent, de ce qui est, une fois de plus, quand même important dans la vie des gens, c'est obtenir un contrat d'apprentissage, un travail, un stage et faire sa vie professionnelle. C'est là qu'évidemment il y a un sujet. Et oui, merci à vous Jean-François Amadieu d'avoir débattu avec nous durant cette demi-heure, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne, et puis votre livre La Société du paraître chez Odile Jacob. Merci à vous Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans un instant le Loft Musique. Tiens Jérôme Laverny, est-ce que vous reconnaissez ça? Non, je ne connais pas. Bon, mais vous connaissez pas le nom du groupe, mais vous connaissez, ce sont les Black Eyed Peas, le tube des Black Eyed Peas il y a quelques années. Eh bien, les Black Eyed Peas sont les invités exceptionnels du Loft Musique.